Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission consacrée au processus électoral en cours ici au Burkina Faso, d'où nous émettons en direct. En première partie d'émission, on a parlé de l'éducation. Pour la suite, ce soir, la lutte contre le chômage. Marie-Angèle, le plateau a légèrement changé entre-temps. Oui, Babilas, nous avons un nouvel invité. Magloire Sommet, vous êtes membre du SYNEDEC, le syndicat des enseignants-chercheurs. Soyez le bienvenu sur ce plateau. On rappelle tout de même qu'à vos côtés se trouve le professeur Stanislas Waro, représentant du candidat ROC Marc-Christian Caboret. Nous sommes également en compagnie de Vincent Badou, secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina Faso, et de Luc Ouedraogo, le représentant du candidat Tahirou Barry. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs les adresses par lesquelles ils peuvent nous envoyer leurs réactions. L'une en particulier, burkina2015@africa24tv.com. Elle s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et nous les lirons à l'antenne. Monsieur Sommet, vous représentez sur ce plateau les enseignants. Et quand on a quand même fait l'état des lieux tout à l'heure, on a vu que toutes les couches de la société sont touchées, tous les secteurs sont touchés également. Mais vous, en parcourant les projets de société des différents candidats, est-ce que vous dites que les enseignants ont de belles raisons d'espérer pour la suite? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que quand on parcourt le programme des uns et des autres, on n'a pas l'impression que des accents particuliers sont mis sur l'enseignement supérieur en tant que tel. Bon, quelques syndicats, du moins quelques candidats ont donné des précisions sur leur programme, sur ce qu'ils feront si, par exemple, ils étaient élus. Par exemple, si je prends le candidat du MPP ou le candidat de l'UPC, ils ont dit que s'ils étaient élus, ils allaient mettre l'accent sur l'enseignement supérieur, ils allaient améliorer les conditions de travail au niveau de l'enseignement supérieur. Alors pour les autres candidats, bon, on a souvent dit on va apporter des améliorations, mais sans entrer dans les détails. Donc de ce point de vue, on ne peut pas, à partir des intentions des uns et des autres, on ne peut pas jurer que après les élections, il y aura des améliorations notables au niveau de l'enseignement supérieur. Donc nous sommes prudents en tant que travailleurs. En tant que travailleur, représentant des travailleurs, moi je suis prudent. Donc il faut voir pour croire. Et si les différents candidats ont des propositions qui sont à la limite des propositions qui ne rentrent pas dans les détails, on ne peut pas... En tout cas, vous n'appelez pas à boycotter les élections? Non, je ne peux pas appeler à boycotter les élections. Vous savez que vos étudiants, quand même, ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous par rapport à ce point-là, où ils estiment qu'aucun des projets de société ne répond pas à leurs aspirations et par conséquent, il n'était pas question d'aller voter. En tout cas, de l'avis de M. Badou. Hein. Bon, je crois qu'ils sont libres. Ils sont libres d'appeler donc à boycotter les élections, mais en tant que travailleurs, moi je crois qu'il faut voter pour le changement. Nous avons besoin de changement. Oui. Pendant 27 ans, nous avons dénoncé le régime autocratique de Blaise Compaoré et nous espérons que les élections vont nous permettre d'avoir un changement. Ce sont les premières élections libres du Burkina Faso depuis, 1992. Ce sont les premières élections libres. Et donc, les premières élections libres nous permettent de choisir le candidat qui est le plus à même de résoudre nos problèmes. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense que chaque travailleur, en écoutant le programme des uns et des autres, devrait faire un choix le 29. Donc, aller voter pour le candidat qu'il estime être le candidat de changement. Merci beaucoup, M. Sommet. On en parle de formation qui devrait déboucher sur un emploi décent, bien entendu. Mais comment cela devrait se faire-t-il? On devrait voir un élément de lancement, Marie-Angèle. Oui, car la population, nous sommes allés, nos correspondants sont allés à la rencontre de la population qui a son mot à dire, que ce soit en ce qui concerne l'éducation, le système éducatif au Burkina Faso, l'enseignement supérieur ou encore le chômage. Donc les principaux concernés émettent un certain nombre de préoccupations. Ici, nous avons un problème d'emploi.
la majorité des jeunes n'a pas accès au travail après la formation à l'université. L'étudiant sort, il n'a rien à faire et c'est ce qui fait que nous faisons face à beaucoup de fléaux tels que la délinquance. Il y a beaucoup de jeunes qui diplômés, qui attendent, qui sont à la quête du travail. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil au niveau des concours et vous allez vous rendre compte que vraiment le pourcentage de ceux qui sont vraiment qui cherchent, qui sont à la quête de l'emploi vraiment sont très énormes. Les études ne sont pas du tout compatibles avec les réalités du terrain. Et cela pose des problèmes dans la recherche d'emploi. Parce que une fois que vous avez un diplôme ou l'offre d'emploi, on vous demande par exemple d'avoir un certain niveau pour postuler et qu'on trouve que sur le terrain, ce niveau-là n'y est pas, vous voyez que ça pose problème. La seule voie de recours, je pense que c'est la fonction publique après les études. Seule la fonction publique ne peut pas permettre d'embaucher tous ces étudiants que vous voyez ici à l'université de Ouagadougou. Donc pour cela, il faut dire que sincèrement, l'offre n'est pas à mesure de satisfaire la jeunesse burkinabé. Vous prenez par exemple le cas des sociétés minières. Voilà. Vous voyez, des gens qui font par exemple une filière dont on appelle géologie, qui n'arrivent pas même pas à avoir de stage au niveau des sociétés minières. Vous voyez que c'est déjà même un problème, n'en parlons pas même d'employabilité. Pour accroître l'emploi des jeunes, il faut d'abord réformer le système éducatif. C'est-à-dire former les jeunes pour qu'ils s'entreprennent eux-mêmes et non pas pour qu'ils partent s'asseoir dans des bureaux. Le gouvernement doit beaucoup miser sur la formation professionnelle et aussi développer le secteur privé, encourager l'entrepreneuriat. Monsieur Bado, en écoutant ces jeunes qui s'expriment sur le devenir, sur l'avenir de leur métier, est-ce que vous avez peur pour la fuite? Nous avons réellement peur, surtout quand on regarde, donc, comme je l'ai dit entre-temps, le programme qui nous est proposé donc, par ceux qui espèrent au soir du 29 novembre s'asseoir sur le fauteuil donc, de Kossiam. Alors parce qu'il faut le rappeler, le professeur venait de le dire, il faut aller voter pour un changement, mais il faut aller voter pour un réel changement. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller voter seulement pour aller voter. Parce que quand on regarde la classe politique de notre pays, c'est un peu ceux-là, vous voyez même, il y en a qui ont dit clairement qu'ils ont soupé avec le diable, avec de longues fourchettes. Ce sont les mêmes-là qui reviennent aujourd'hui, qui sont sur la scène politique nationale. Vous conviendrez avec moi qu'ils ne pourront pas proposer quelque chose de substantiellement meilleur que ce que le régime de la 4e République a pu faire, puisqu'ils sont d'ailleurs tous comptables de la situation, donc, du bilan de la 4e République. Donc nous avons réellement peur, parce que à l'horizon est tout sombre. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les gens puissent savoir que ces élections-là ne vont pas leur donner grand-chose et qu'ils continuent de se battre. Parce que c'est les mobilisations sur le terrain qui vont permettre aux populations d'arracher des acquis qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Bado disait que l'horizon était quelque peu sombre. Mais est-ce que justement il y a des moyens d'éclairer cet horizon-là? Parce que le gouvernement de transition, par exemple, a lancé un programme d'urgence pour faire face au chômage des jeunes, un montant de 25 milliards de francs CFA. Est-ce que vous avez ressenti son impact? Est-ce que ça commence à être appliqué? Est-ce que ça change la donne au Burkina Faso? Ok, merci. Moi, je ne souhaiterais pas parler de ce que le gouvernement de la transition a proposé. Bon? Et pour quelle raison? Non, juste pour vous dire que nous également, nous avons notre programme à proposer au soir du 29, nous sommes élus. Effectivement, mais ce programme est censé accompagner ce qui est déjà avancé au Burkina Faso, c'est ce que j'allais dire par la suite. Je vais dire que, si je dis je ne souhaite pas parler de ce que le gouvernement de la transition propose, ce n'est pas dire que je néglige ce qu'ils ont proposé. Je trouve que c'est très bien. C'est bien parce que, bon, étant entendu qu'ils sont arrivés dans une situation qui n'était pas prévue et qu'ils ne se sont pas préparés pour ça, il va de soi qu'eux n'aient pas un programme à proposer ou alors quelque chose de prévu à faire. Mais si qu'est-ce que vous avez noté justement comme changement? Parce que si vous voulez vous baser sur ce qui a été fait, il faut déjà que vous sachiez vous-même ce qui a été fait. Oui, puisque nous sommes au Burkina, nous voyons ce qui se passe. Nous savons très bien ce qui a déjà été fait. Mais nous proposons que, étant donné que peut-être que nous sommes en train de parler de quelque chose et qu'on ne dit pas le nom de la chose. Moi, je pense que la réalité est que quand quelqu'un part à l'école, c'est pour d'abord acquérir un savoir. Et la finalité, c'est de pouvoir utiliser ce savoir-là, en tout cas de façon efficiente. Et alors, nous estimons que peu importe le système éducatif qu'on va mettre en place, pourvu que c'est que la personne va apprendre, que la personne soit en mesure d'appliquer ça sur le terrain et arriver à avoir sa pitance. Alors, pour ça, nous proposons simplement, comme je l'avais dit tantôt, un système éducatif qui sera réformé, mais avec 2 filières de formation, comme je l'avais dit tantôt. C'est-à-dire que, dès le début, vous partez dans une école de formation générale et
en même temps, il y aura une école de formation professionnelle. C'est-à-dire que si ceux-là même qui ne pourront pas suivre cette formation, cet enseignement général, seront reversés dans l'enseignement professionnel, à telle enseigne qu'il n'y aura pas de déchets. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, chacun sera en mesure de pouvoir faire quelque chose. Voilà ce que nous nous proposons. Et j'estime que c'est quand même assez intéressant. Voilà. Monsieur Ouaro, je vais citer quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Hein. Quand je dis que selon l'Observatoire national pour l'emploi et la formation, environ 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi au Burkina Faso. C'est des chiffres qui font froid au dos, non? Oui, tout à fait. Mais avant de répondre à votre question, je voulais rapidement quand même faire des précisions. La première des précisions, c'est qu'au Burkina Faso, nous avons 2 ordres d'enseignement, comme l'a dit donc, le représentant du candidat du parent. Nous avons effectivement l'éducation et la formation technique et professionnelle et nous avons l'enseignement général. Ce que nous proposons justement dans le programme, donc, ce que notre candidat propose au Burkinabé, c'est d'accroître l'orientation vers l'éducation et la formation technique et professionnelle jusqu'à avoir un pourcentage de 16% de l'ensemble des Burkinabés scolarisés, de façon à ce que ces personnes-là puissent être orientées dans des métiers porteurs afin de pouvoir donc aller vers des formations qui donnent de l'emploi, etc. Pour éviter, parce qu'actuellement nous sommes à moins de 1% donc des orientés vers ces formations. La stratégie justement pour atteindre cet objectif? Pour atteindre cet objectif, c'est d'abord il y a la formation des ressources humaines et deuxièmement la construction de centres de formation professionnels. Et ça, il est prévu donc dans le programme du candidat. Donc cela. La deuxième des choses pour pouvoir résoudre un tant soit peu la question du chômage, c'est que le candidat s'est engagé, s'il est élu au soir du 29 novembre, dès la première année de son quinquennat, à absorber les jeunes burkinabés titulaires d'un diplôme au-dessus du baccalauréat, c'est-à-dire un DEUB, qui est de l'ancien système, une licence, une maîtrise, un master, dans l'enseignement, parce qu'il y a des besoins énormes à ces niveaux pour qu'ils puissent donc contribuer à la formation au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire. Et là, il est aussi prévu donc, de créer des emplois à travers, par exemple, le recrutement dans chaque village du Burkina Faso de 2 agents itinérants donc de santé, de façon à ce qu'ils puissent faire de la prévention sanitaire. Et ça, nous avons au moins 8000 villages au Burkina Faso. Mais vous ne dites rien sur les chiffres que j'ai avancés. Oui, non, c'est pour cela, justement. C'est à cause de ces chiffres-là que des propositions de ce genre ont été faites au Burkinabé par le candidat pour pouvoir donc absorber donc ce pourcentage de jeunes, effectivement, qui sont soit diplômés ou qui sont mal orientés. Maintenant, il y a des jeunes qui, effectivement, ont commencé dans l'enseignement général, qui n'ont pas un diplôme au-delà du certificat d'études primaires et qui se sont arrêtés. Donc, il est prévu aussi dans le programme du candidat donc, la réorientation scolaire de ces personnes-là vers des formations, mais là, c'est le non formel, en relation avec leur projet professionnel. Donc, c'est pour vraiment notre objectif. Donc, ici, c'est d'accroître donc cela. Merci. Monsieur Soumé, 2 choses. Alors, si on dit que les étudiants ou les élèves sont mal formés, il en va aussi de la responsabilité des enseignants. Bon. Quelle est la part de responsabilité des enseignants à l'heure actuelle dans la situation que rencontrent ces jeunes qui, parfois, sont allés jusqu'à l'enseignement supérieur, sont diplômés, mais ne sont pas au niveau, n'ont pas les compétences requises? Bon, la responsabilité des enseignants peut être située au niveau, d'abord, de la surcharge. Les enseignants sont surchargés. Alors, quand vous prenez d'abord du primaire, quand on repart au niveau de l'enseignement primaire, ici à Ouagadougou, vous avez des classes de 120 à 140 élèves par classe. Et donc, l'encadrement de 120 à 140 élèves par classe par les enseignants, ça ne donne pas une bonne formation de base. Déjà au niveau du primaire. Quand on arrive au secondaire, au niveau du premier cycle qu'on appelle aujourd'hui le post-primaire, vous avez des effectifs qui se situent au-delà de 100 élèves par classe. Donc de ce point de vue, là aussi il y a une surcharge. Et donc l'encadrement ne peut pas être efficace. Quand on arrive aux universités, si je prends l'université de Ouagadougou qui est la plus grande université, il y a environ 50 000 étudiants pour seulement 600 enseignants. Donc dès le primaire, les élèves burkinabés, pour certains, sont condamnés au chômage. Oui, ils sont condamnés au chômage parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne formation de base. Et donc, seuls ceux qui donnent un encadrement supplémentaire à leurs enfants, par exemple en famille, donc généralement en ville,
ceux qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, ils prennent un répétiteur pour leurs enfants, pour les suivre. Et on se rend compte que c'est seulement à ce niveau que beaucoup d'enfants arrivent à s'en sortir. Sinon, il y a des enfants qui suivent les cours et donc quand ils arrivent au lycée, ils ont des difficultés pour suivre, comment dirais-je, au niveau du secondaire. Et même au niveau du secondaire, il y a des gens qui ont le bac, quand ils arrivent à l'université, ils ont beaucoup de lacunes. Et donc de ce point de vue, dès la première année, c'est une décantation. On renvoie pas mal d'étudiants qui n'arrivent pas à suivre. Donc de ce point de vue, dès le primaire, la base est faussée parce que les classes sont pléthoriques. Monsieur Bado, quand on s'inscrit dans l'enseignement général, ce n'est pas nécessairement pour devenir chômeur. On peut faire de l'enseignement général et pourtant, quand on a fini des études, soit on continue plus loin, ou bien on peut trouver des débouchés. Est-ce que vous le sentez sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui ont fait l'enseignement général, qui ont fini, ils sont automatiquement pourvus au chômage? Oui, bien sûr que ce n'est pas toutes, mais la grande majorité donc, sont dans le chômage. Mais à cet avis, il vaut mieux supprimer complètement l'enseignement général, c'est ça? Je ne suis pas de cet avis-là. Mais je pense que la question de l'emploi, il faut le dire, comme la question de l'éducation, est également une question donc, de souveraineté nationale. Parce que lorsque j'ai parlé des programmes d'ajustement structurel en 1990, l'autre volet de ces programmes d'ajustement structurel, ça a été bien sûr les privatisations de certaines entreprises. Vous avez vu par exemple à Koudougou la fermeture de Fassofani, etc., etc. Donc ça fait des emplois en moins. L'autre aspect de la souveraineté nationale, vous voyez que par exemple dans notre pays, il y a un étudiant qui a évoqué la question par exemple des mines. Mais ces mines-là, aujourd'hui, elles sont bradées par des entreprises internationales. Voilà. Et qu'est-ce que l'État gagne? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10% que l'État gagne dans son or. Avec le nouveau code, le code que le CNT a adopté, ça tourne autour de 15%. Ça veut dire que nos ressources naturelles sont bradées par des entreprises donc, internationales, alors qu'effectivement, si nous allons donc dans le sens de la souveraineté de notre État, on doit pouvoir user de cette richesse-là pour trouver des emplois donc, à nos jeunes. Malheureusement, là encore, j'allais dire, le choix idéologique de la plupart de tous nos candidats ne va pas dans le sens donc, de remettre en cause, j'allais dire, la question donc, de non-souveraineté de notre État vis-à-vis de la France. Alors que ça, c'est un élément important si on veut envisager un développement qui intègre la question de l'emploi. Monsieur Ouedraogo, on ne nous a pas entendu parler du secteur agropastoral qui pourtant, justement, pourrait résoudre cette problématique liée à l'emploi des jeunes. Justement, bon, nous, à notre niveau, au niveau du Parti de la Renaissance nationale, ce secteur est inscrit en priorité. Parce que nous estimons que pour un vrai décollage du Burkina Faso sur le plan économique, il va falloir... Nous voyons déjà que c'est l'agriculture qui doit être la locomotive qui doit tirer les autres secteurs économiques vers le haut. Et pour cela, nous prévoyons non pas 8000 villages, 8000 forêts comme ce qui avait été prévu avant, mais nous prévoyons plutôt 8000 villages, 8000 retenues d'eau. Et à côté de ces retenues d'eau, comme nous avons déjà prévu dans l'enseignement, c'est-à-dire que nous allons prévoir des filières de formation qui vont permettre aux agriculteurs, la formation d'agriculteurs, qui seront mis à côté de ces retenues d'eau pour pouvoir travailler. Donc en somme, c'est pour dire que aucun Burkinabé ayant suivi une formation ne sera chômeur au Burkina. C'est ce que nous proposons. Voilà. On va faire un dernier tour de table rapidement avant de clore cette émission et parler d'un aspect très important. C'est que beaucoup d'observateurs estiment que quand les étudiants ils ont fini, ils attendent d'être recrutés à la fonction publique. Alors qu'ils auraient pu créer leur propre entreprise, donc l'auto-emploi. Alors comment donner le goût de l'auto-emploi aux chômeurs burkinabés? Monsieur Ouaro. Oui, à ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est effectivement la réforme donc, du système éducatif et de l'enseignement supérieur. J'ai parlé tantôt de l'orientation d'au moins 16% des scolarisables dans les formations, donc dans l'éducation et la formation technique et professionnelle, qui peut leur permettre donc de créer leurs emplois. Mais au niveau du supérieur aussi, c'est la même chose. Il faut inverser les tendances. Vous avez autour de 70 à 75% des étudiants qui sont orientés dans des formations à caractère du type sciences sociales et lettres et arts, alors qu'il y a des besoins énormes dans d'autres domaines. Donc l'idée aussi, c'est de travailler à ce que cela soit inversé.
Et c'est pour cela que nous, au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, donc le candidat il s'engage effectivement dans son programme à faire en sorte que cette tendance soit inversée en orientant beaucoup plus dans les formations qui débouchent vers cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le seul débouché. Il y a d'autres efforts qu'il faut faire, comme ça a été dit, des entreprises qui ont été fermées comme Fasofani. Nous nous engageons au niveau du mouvement du peuple pour le progrès. En tout cas, notre candidat il s'est engagé à relancer donc cette entreprise. Il y a le cas, par exemple, de Samandeni, qui est un gros projet, voilà, qui est un très gros projet et qui peine à voir le jour. On avait prévu 24 000 hectares d'aménagement agro-silvopastoral. Et aujourd'hui, on a réduit à 10 000 hectares et le candidat s'est engagé à faire en sorte que pendant son quinquennat, Samandeni voit le jour et que les 24 000 hectares qui avaient été prévus au début puissent être faits. Donc, c'est pris en compte. Merci. Monsieur Bado, alors effectivement, pour rejoindre Babylas, la fonction publique recrute à peu près 10 000 fonctionnaires par an, alors qu'il y a plus de 600 000 candidats postulants. Est-ce qu'on encourage l'entrepreneuriat au Burkina Faso? Est-ce que, pour vous, c'est l'alternative justement pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois, d'obtenir des emplois? En réalité, il faut le dire, hein, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat dans notre pays, ce n'est pas vraiment une solution à la question donc, de l'emploi des jeunes. Parce qu'une chose est d'avoir des emplois, mais une autre chose c'est d'avoir des emplois, j'allais dire, décents et puis durables. Donc de mon point de vue, si on veut réellement avoir des emplois durables, la question de la souveraineté de notre pays doit être posée. Et bien entendu, qu'il y ait, même dans les questions d'emploi des jeunes, les questions d'auto-emploi, il faudrait qu'il y ait de l'honnêteté même dans cette question de l'auto-emploi. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un jeune de s'installer, de créer son entreprise dans le secteur qu'il maîtrise le plus? Oui, ce qui l'empêche, c'est déjà les moyens. Les moyens financiers. Qu'est-ce que le jeune a? Est-ce que le jeune a un projet d'abord, avant de parler de moyens? Est-ce que ce n'est pas d'abord un projet, quitte à ce qu'on aille chercher les sources de financement, non? Ce ne sont pas les projets qui manquent en réalité. Maintenant, ce que nous avons dit, ce dont nous pensons, c'est ce que nous avons dit, c'est qu'effectivement, si on veut créer des emplois durables pour la jeunesse, ce n'est pas dans ces questions d'auto-emploi en réalité. Mais c'est plutôt d'envisager la question donc de notre souveraineté pour pouvoir avoir des emplois durables pour la jeunesse. Voilà. Quand vous parlez de souveraineté, je ne suis pas trop sûr de comprendre le lien que vous faites entre souveraineté et emploi. Okay. Lorsque je parle de souveraineté, alors c'est que les acteurs les plus avisés le savent. Hein, le Burkina Faso n'est pas un pays indépendant. Voilà, ce que nous a donné. Là, vous nous amenez sur un autre terrain. Très bien. Peut-être au lors d'une autre émission. Donc, de ce point de vue, dès lors que vous n'êtes pas un État indépendant, ça veut dire que tout ce que vous avez comme projet dans l'ensemble des domaines, il est imposé par l'extérieur. Monsieur Bado, je ne suis pas très sûr d'être d'accord avec vous. De toute façon, il y a des jeunes oui, c'est mon point de vue. Et du reste, qui essaient d'évoluer. Et du reste, celui qui connaît un peu la situation politique de notre pays, il est difficile de dire qu'on est indépendant. Vous voyez comment on peut exfiltrer des présidents à tout bout de champ, comment des ambassadeurs se comportent comme des présidents. Si avec ça, on dit que le Burkina Faso est indépendant, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Merci beaucoup, monsieur Bado. Deux réactions rapidement pour finir cette émission. Création de l'auto-emploi, qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, pour nous, nous estimons que pour la création de l'auto-emploi, c'est très simple. Il faut réformer le système éducatif de telle sorte que le système éducatif soit adapté aux réalités du Burkina. Pour que quelqu'un qui finit une formation soit à mesure de se prendre en charge. C'est ce que nous prévoyons. Merci. Alors, monsieur Somé, le mot de la fin. Quelle serait la solution justement pour permettre à ces jeunes burkinabés d'avoir des emplois durables justement dans leur pays? L'auto-emploi, l'entrepreneuriat Oui, disons que la question de l'entrepreneuriat est une question qui est liée déjà à l'histoire aussi. C'est lié à l'histoire. Parce que pendant longtemps, on a été habitué à la fonction publique. C'est la fonction publique qui était jusque-là le principal employeur. Si bien que l'on pensait que quand on a trouvé du boulot, il fallait que ce soit dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé structuré. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut sortir de cette mentalité-là. Et il faut former des élèves et étudiants qui sont convaincus que désormais, leur avenir, ils doivent conquérir leur avenir à travers l'engagement à créer donc des entreprises et non pas à dépendre de la fonction publique.
et du secteur et choses privées structurées. Et il faut d'ailleurs que parmi les candidats, ou disons le candidat qui va gagner les élections, il faut que ce candidat-là s'attache à étoffer le secteur industriel. Il faut créer des choses, des industries de transformation. On a pas mal de produits du cru qui ont besoin d'être transformés, mais qui ne sont pas transformés. Je prends l'exemple du karité. Nous sommes un des plus gros producteurs de karité dans ce pays-là. Mais il n'y a pas d'industrie de transformation du karité au Burkina Faso. Il y a bien sûr la Sofitex qui vend du coton. On vend le coton à l'extérieur. Mais Faso Fali, qui transformait le produit du coton, est aujourd'hui fermé. Donc il faut créer des entreprises de transformation pour pouvoir étoffer le secteur industriel. Merci beaucoup, M. Somé. Ainsi se referme la première partie de cette émission. Marie-Angèle, le temps de dire merci à nos invités. Effectivement, on va remercier Vincent Bado, secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina Faso, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Merci à vous également. Luc Ouedraogo, vous êtes représentant du candidat Tahirou Barry, candidat à l'élection présidentielle. Merci. Merci à vous également. Magloire Somé, vous êtes membre du syndicat des enseignants, chercheurs. Et enfin, merci à vous, professeur Stanislas Ouarou, vous représentez le candidat Roch-Marc Christian Caboret. Merci. Tout à l'heure, nous allons prendre les nouvelles du terrain à travers les meetings des candidats sur le terrain. Mais bien entendu, on recevra, après le journal de campagne, un invité très spécial, un candidat. Marie-Angèle, qui allons-nous recevoir tout à l'heure? Un candidat, et non pas aux élections législatives, mais à l'élection présidentielle. Il s'agit de Salvador Yameogo. Il sera sur notre plateau dans quelques instants et nous lui poserons un certain nombre de questions. Pour l'heure, place au journal de campagne. Nos correspondants, justement, ont suivi les meetings des différents candidats à l'élection présidentielle. Un journal présenté par Djibril Fofana. Bienvenue sur Africa 24, au journal de campagne. Le candidat du parrain, le Parti de la Renaissance nationale, Tahirou Barry, était lundi au marché central de Ouagadougou. Face aux commerçants de Rodwoko, il a promis la modernisation et la réhabilitation de ce centre névralgique de l'économie du Burkina Faso. El Hadji Ndiaye. Le grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, a reçu ce lundi la visite du candidat à la présidentielle 2015, Tahirou Barry. Objectif, toucher du doigt la réalité que vivent les commerçants et d'autre part exposer son projet de société pour obtenir le maximum d'électeurs. Pour le candidat du parent, la lutte contre la fraude sera sa priorité une fois porté à la tête de l'État. Le marché, ce sont des commerçants qui se battent. Ce sont des commerçants qui ont décidé de ne pas mendier, de ne pas tendre la main, mais de vivre dignement de leur métier, de leur activité. Malgré les contraintes, malgré les difficultés, malgré la fraude qui paralyse leur activité. Nous disons, nous sommes venus les soutenir. Président du Burkina Faso, président du Burkina Faso, allez voter. Pour soutenir les commerçants, le leader du Parti de la Renaissance nationale, Tahirou Barry, compte réhabiliter et moderniser le marché. Il y a le système qui permet à tous ceux qui sont dans les marchés et qui sont dans l'informel de rentrer dans le formel. Cela va nécessiter des mesures incitatives, cela va nécessiter des faveurs fiscales, cela va nécessiter des mesures pour permettre à tous ceux qui veulent accroître leur activité de le faire. Et ça, nous allons nous engager pour cela. Pour mettre en œuvre ces projets, Tahirou Barry compte sur les milliers de commerçants du marché de Ouagadougou pour briguer la magistrature suprême. Juriste de formation, Tahirou Barry, le candidat du parent, a invité les commerçants à avoir un comportement responsable au soir du 29 novembre, quel que soit le verdict des urnes. La campagne pour les élections législatives a commencé depuis le 14 novembre au Burkina Faso. Plus de 6 944 candidats sont en lice pour conquérir 127 sièges de députés. Le point des différents meetings avec El Hadji Ndiaye. Au Burkina Faso, les candidats au poste de député battent campagne au même titre que ceux de la présidentielle. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNUR-PS, a organisé un meeting à Koudougou dans le cadre des élections législatives de 2015. Le parti de l'œuf se dit confiant pour remporter un grand nombre de sièges lors de ces législatives. À l'occasion, les 4 candidats à la députation ont été présentés. Nous nous engageons à défendre les intérêts du peuple. C'est pour ça que nous nous sommes engagés sur ces listes-là, pour aller défendre les becs et ongles, les intérêts de la population du Burkina et du Burkina entier.
nous mettrons fin aux lois scélérates, que les gens votent contre le peuple. Nous allons œuvrer à ce qu'on ait des lois qui vont faire la promotion, qui vont satisfaire aux besoins de la jeunesse, de la femme, du vieux, de la vieille, de la veuve et de l'orphelin. Chez les partisans des Zéphyrin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement, ils comptent mettre en œuvre leur projet de société à l'Assemblée nationale dans lequel les femmes occupent une bonne place. Pour ce faire, il est plus que nécessaire d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez que si un président n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale, ça cause un problème. Donc nous voulons que notre champion aille à Kosiam et nous voulons l'accompagner à l'Assemblée nationale avec la majorité à l'Assemblée. En attendant le scrutin présidentiel et législatif prévu le 29 novembre, les différents candidats sillonnent les 45 provinces que compte le Burkina Faso. 127 députés siégeront à l'Assemblée nationale à l'issue de ce vote. La candidate indépendante Françoise Toé continue sa quête d'électeurs pour l'élection du 29 novembre 2015. À Ouagadougou, la capitale, elle privilégie des campagnes de proximité. Elle promet aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Wendiam Valentin Compaoré. Françoise Toé à Yagma, un quartier de la ville de Ouagadougou. Candidate à l'élection présidentielle, celle qui se réclame héritière du défunt homme politique Joseph Kizerbo, place sa candidature sous le sceau de l'intégrité et l'éthique, deux vertus fondamentales qui sont pour elle nécessaires pour la gestion de la chose publique. Nous avons besoin de vous, aidez-nous à vous aider. Nous avons fait une partie du parcours, mais nous savons que nous avons encore quelque chose à apporter au Burkina Faso. Notre compétence, notre détermination, nos valeurs socialistes sont des atouts pour nous permettre de réussir ce challenge. La balle est dans votre camp, la solution est entre vos mains. Si vous voulez un vrai changement, si vous voulez l'alternance, une vraie démocratie, il faut voter pour Françoise Toé et les candidats à l'élection législative du MLN le 29 novembre 2015. Je compte sur vous et on se donne rendez-vous à Kosiam et à l'Assemblée nationale pour examiner vos préoccupations et les réaliser. Françoise Toé, l'une des deux femmes candidates, est expert comptable. Elle est pour les femmes de Yagma un bel exemple de réussite et d'émancipation de la femme burkinabé. Françoise Toé, soutenue par le mouvement de libération nationale Burkina Faso, un regroupement d'indépendants promet au Burkinabé, si elle est élue, un changement qualitatif. Engagée pour la cause de la femme, Françoise Toé promet également de mettre en place une politique volontariste pour favoriser l'émancipation économique et politique des femmes au pays des hommes intègres. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Restez en compagnie des programmes d'Africa 24.